Sans abri et enceinte, elle a risqué sa vie pour sauver le fils d'un milliardaire. Elle ne savait pas que cet acte allait bouleverser son destin à jamais. Bienvenue sur l'Arme du continent. Si vous croyez au miracle, abonnez-vous pour soutenir notre travail. Il était une fois, dans un coin oublié du monde, où la poussière rouge recouvrait les routes comme une seconde peau et où le soleil brûlait les espoirs avec une intensité impitoyable, une jeune femme nommée Amara. Elle n'avait que 25 ans, mais la vie avait déjà gravé dans son cœur des cicatrices profondes, des histoires de douleur que la plupart des gens, même 2 fois plus âgés, ne pourraient jamais comprendre. Sans abri, le ventre arrondi par une vie à naître et tragiquement seule, elle survivait dans le petit village d'Amara. C'était un lieu fait de contrastes, des cases modestes battues par les vents, des feux de bois crépitant à la tombée de la nuit, et des étrangers bienveillants qui, voyant sa détresse, lui offraient parfois un peu d'eau fraîche ou les restes de leur maigre repas. Elle n'avait pas de toit à elle. Elle dormait là où le destin la menait, sous les grands baobabs lorsque le ciel était clément et étoilé, ou recroquevillée à l'intérieur de huttes en argile abandonnées lorsque les nuits devenaient froides et hostiles. Pourtant, malgré une vie marquée par l'épreuve et l'abandon, une force tranquille émanait d'elle. Elle ne marchait pas comme une victime. Elle marchait avec une dignité royale, la tête haute, même lorsqu'elle ne possédait rien d'autre que les vêtements usés sur son dos et l'enfant qui grandissait en elle. Un après-midi, alors que le ciel se teignait de stries dorées et violettes et que les oiseaux s'étaient tus, annonçant le crépuscule, Amara s'enfonça dans la brousse pour ramasser du bois. Elle avançait lentement, chaque pas pesant un peu plus que la veille. Une main protectrice restait posée en permanence sur son ventre. Le bébé donnait souvent des coups ces jours-ci, des mouvements vigoureux, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. « Je suis là, maman », semblait-il dire. Elle se pencha pour ramasser une branche sèche lorsqu'un bruit étrange la figea sur place. Crac, boum, des pas. Lourds, rapides, précipités. Rien à voir avec la marche douce et rythmée des villageois rentrant des champs. Le cœur battant à tout rompre, l'instinct de survie d'Amara prit le dessus. Elle se jeta silencieusement derrière un gros tronc d'arbre tombé au sol, retenant son souffle jusqu'à en avoir mal aux poumons. C'est alors qu'elle les vit émerger des ombres, une bande de ravisseurs traversant la forêt telle une meute de loups affamés en chasse. Ils portaient des armes lourdes, des sacs de provisions volés, et pire encore, ils traînaient avec eux des captifs. Au moins une douzaine de personnes trébuchaient, les mains liées par des cordes rugueuses, le visage pâle de peur. Certains pleuraient en silence, les larmes traçant des sillons dans la poussière sur leurs joues. Il y avait une adolescente qui traînait les pieds, épuisée. Un vieil homme qui boitait, grimaçant à chaque pas. Et un petit garçon. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans. Il trébuchait sans cesse sur les racines, ses petites jambes n'arrivant pas à suivre le rythme brutal des hommes. L'instinct d'Amara lui hurla de fuir. « Cours !» lui disait sa tête. « Tu es enceinte. Tu ne peux pas te battre. Tu ne devrais même pas être là. Pense à ton bébé. » Mais alors que les ravisseurs passaient à quelques mètres d'elle, le petit garçon leva la tête. Le temps sembla s'arrêter. Leurs regards se croisèrent. Ce n'était pas juste de la peur dans ses grands yeux sombres. C'était un appel silencieux, désespéré, qui hurlait « Aidez-moi! Ne me laissez pas! » À cet instant précis, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Amara et autre chose prit sa place. Une détermination féroce. Elle ne pouvait pas se détourner. Pas maintenant. Pas après avoir vu ce regard. Si elle partait maintenant, elle sauverait sa vie, mais elle perdrait son âme. Lentement, ignorant la voix de la raison qui lui criait danger, elle commença à les suivre dans les ténèbres grandissantes. Elle savait qu'elle risquait sa vie, mais elle savait aussi que si elle partait, les yeux de cet enfant la hanteraient pour l'éternité. Le repère des ravisseurs,
dissimulé au plus profond de la brousse impénétrable, était un lieu de désolation. Des tentes déchirées claquaient au vent, des feux fumants piquaient les yeux, et des cages de fortune, faites de bois et de ferraille, remplissaient la clairière. Amara, cachée derrière un buisson épineux qui égratignait sa peau, observait la scène, les mains tremblantes, mais l'esprit clair. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur agonisante. Elle attendit que le soleil sombre complètement et que la nuit avale la forêt. Les hommes se rassemblèrent autour du feu central, buvant bruyamment de l'alcool fort. Leurs rires résonnaient entre les arbres, lourds, insouciants, vulgaires. Ils se sentaient intouchables. Bientôt, l'alcool fit son effet. Certains s'écroulèrent sur des nattes, vaincus par l'ivresse et le sommeil, leur ronflement couvrant le crépitement du feu. « C'est maintenant ou jamais », pensa Amara, sentant l'adrénaline courir dans ses veines. Avec un courage qui brûlait dans sa poitrine comme un feu ardent, elle rampa vers les cages. La terre était froide sous ses genoux, et son ventre rendait chaque mouvement difficile, mais elle ne s'arrêta pas. Son souffle était court, mais ses mains restèrent fermes alors qu'elle atteignait la première serrure. Elle travailla vite, défaisant les nœuds serrés et brisant les serrures fragiles avec une pierre. Le premier prisonnier libéré, le vieil homme qu'elle avait vu plus tôt, la regarda avec des yeux écarquillés de stupeur. Il chuchota d'une voix cassée. « Que Dieu te bénisse, mon enfant, tu es un ange. » Elle secoua vivement la tête, un doigt sur les lèvres. « Chut, pas de bruit, il faut partir, vite. » Un à un, avec une efficacité silencieuse, elle guida les femmes en pleurs et l'adolescente hors du camp vers l'orée des bois. Lorsqu'elle atteignit enfin le petit garçon, il était recroquevillé dans un coin de la cage, tremblant de froid et de terreur. Elle s'agenouilla près de lui, ignorant la douleur dans ses propres jambes. « Hé !» murmura-t-elle doucement, sa voix douce comme une caresse. « Je suis là pour t'aider. » L'enfant leva les yeux et, reconnaissant la femme de la forêt, s'accrocha instantanément à elle. Ses petits doigts serrèrent son poignet avec une force surprenante, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage au milieu d'un océan en tempête. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Jean » souffla-t-il d'une voix tremblante, à peine audible. Le cœur d'Amara se serra. Il était si petit, si fragile. « Tout va bien, Jean, je te le promets. Tu es en sécurité avec moi maintenant. Allons-y. » Le groupe commença à avancer à travers la forêt, s'éloignant du camp aussi vite que leurs jambes épuisées le permettaient. L'obscurité était lourde, presque palpable, et le silence semblait dangereux, chargé d'une menace invisible. Amara marchait en tête, portant Jean dans ses bras malgré sa propre fatigue. Le garçon avait enfoui son visage dans son cou, ses larmes mouillant sa peau. Mais le danger a le sommeil léger. Juste au moment où ils atteignaient une clairière près de la frontière du village, alors que l'espoir commençait à naître, un cri violent et rauque déchira la nuit derrière eux. « Hé! Ils sont partis! Réveillez-vous! » La forêt explosa de bruit. Le calme fut brisé par des pas furieux, des hurlements de rage, des branches qui craquent sous des bottes lourdes. Les loups étaient réveillés, et ils arrivaient. « Courez !» cria Amara, sa voix perçant la panique. « Ne vous arrêtez pas !» Les captifs se dispersèrent comme des oiseaux effrayés, le cœur battant la chamade. Certains, trop faibles, furent rattrapés presque immédiatement, leurs cris étouffés par la nuit. Mais Amara ne se retourna pas. Elle serra Jean contre elle et courut. Elle courut comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Son ventre lourd la tiraillait douloureusement à chaque foulée. Ses poumons brûlaient comme s'ils étaient en feu. Ses pieds nus saignaient, mais elle ne s'arrêta pas. Pas même quand les larmes de douleur brouillèrent sa vue. Jean, sentant la terreur de sa sauveuse, sanglotait doucement contre son cou. « Ne les laisse pas m'attraper, s'il te plaît. »
Amara serra les dents, puisant dans des réserves de force qu'elle ignorait posséder. « Jamais, souffla-t-elle entre deux respirations hachées. Je ne te lâcherai jamais. Jamais, répondit-elle avec une ferveur sauvage, ses yeux plantés dans ceux de l'enfant. Je te le promets, tant que je respirerai, je ne t'abandonnerai pas. Contre toute attente, à bout de force, guidés par une volonté qui dépassait l'entendement, ils surgirent hors de la forêt et s'effondrèrent près de la première maison du village voisin. Les villageois se précipitèrent, suivis quelques minutes plus tard par les sirènes hurlantes de la police. Au poste de police, l'agitation était à son comble. C'était une cacophonie de radios, de cris et de rapports. Mais au milieu de ce chaos, un îlot de calme subsistait. Jean. Le petit garçon refusait catégoriquement de quitter le côté d'Amara. Il tenait sa main fermement, ses phalanges blanchies par la force de sa prise, se blottissant contre son flanc comme si elle était sa mère, son unique rempart contre le monde. « Tu es en sécurité maintenant », lui chuchota-t-elle en caressant ses cheveux emmêlés de feuilles et de poussière. Il leva vers elle ses grands yeux rougis par les larmes et posa la question qui hantait son petit cœur. « Est-ce que tu vas m'abandonner toi aussi? » La question lui transperça le cœur plus violemment qu'une flèche. Elle revit sa propre solitude, son propre abandon. Avant qu'elle ne puisse répondre, des lumières aveuglantes apparurent à l'extérieur. Les flashs crépitaient comme des éclairs. Les journalistes, l'histoire de l'ange de la forêt avait atteint les médias. La foule se pressait contre les vitres, pointant Amara du doigt avec admiration et curiosité. L'héroïne enceinte. C'est alors qu'un bruit assourdissant remplit l'air, un vrombissement rythmé qui faisait trembler les vitres du petit poste de police. Un hélicoptère noir descendait du ciel, soulevant des nuages de poussière rouge, annonçant l'arrivée de quelqu'un de puissant. Les portes de l'appareil s'ouvrirent avant même que les pales ne s'arrêtent, et un homme grand, vêtu d'un costume sur mesure désormais froissé par l'angoisse, en sortit précipitamment. Ses yeux scannaient la foule avec une anxiété palpable, une terreur qu'aucun argent ne pouvait apaiser. C'était M. Frédéric, l'un des entrepreneurs les plus riches et respectés du pays. Jean haleta, son visage s'illuminant d'un coup. « Papa! » L'enfant s'arracha des bras d'Amara et courut vers son père. Frédéric tomba à genoux dans la poussière, ignorant son pantalon coûteux, et souleva son fils de terre. Il le serra contre lui, fermant les yeux, comme s'il voulait le fusionner à son propre cœur pour ne plus jamais le perdre. « Mon garçon, mon tout petit, Dieu merci, tu es en vie, » murmura-t-il dans les cheveux de son fils, sa voix brisée par les sanglots qu'il retenait. Jean se recula légèrement et pointa son petit doigt vers Amara, restée en retrait, mal à l'aise sous les projecteurs. « Papa, c'est elle. Elle m'a sauvé. Elle nous a tous sauvés. » Frédéric se tourna lentement vers elle. Son regard, d'abord dur et inquisiteur, s'adoucit instantanément en découvrant la réalité. Une jeune femme enceinte, pieds nus, sa robe simple couverte de la boue de la forêt et ses bras zébrés d'égratignures. Il ne vit pas la pauvreté. Il vit la bravoure. Il s'approcha avec un respect qu'il réservait d'habitude aux chefs d'État. « C'est vous qui avez sauvé mon fils ?» demanda-t-il d'une voix rauque d'émotion. Amara hocha la tête, intimidée, ne sachant que dire face à cet homme qui semblait venir d'une autre planète. « Je vous dois plus que je ne pourrai jamais rembourser, madame, » déclara-t-il solennellement, ignorant les caméras pour plonger son regard dans le sien. Alors que les flashs crépitaient autour d'eux, Jean s'accrocha à la jupe sale d'Amara. « Je veux qu'elle vienne avec nous. Ne la laisse pas ici, papa, s'il te plaît. » Frédéric hésita un instant, non par doute, mais par surprise. Puis, il regarda Amara, vraiment regardé, et vit l'épuisement dans ses épaules. « Madame, s'il vous plaît, venez avec nous. Vous méritez d'être en sécurité, vous aussi. Laissez-moi vous offrir cela. »
Et c'est ainsi que la jeune sans-abri grimpa dans l'hélicoptère, laissant derrière elle la poussière de son passé pour un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le vol fut court, à peine 30 minutes, mais pour Amara, c'était comme traverser des mondes, comme voyager d'une vie à une autre. Elle n'avait jamais quitté la terre ferme. Elle regardait par le hublot, une main sur son ventre, se demandant si elle rêvait. Lorsque l'appareil atterrit sur la propriété privée de Frédéric, le souffle lui manqua. Elle resta bouche bée. Le manoir s'étendait devant elle comme un palais sorti d'un conte de fées, des murs de marbre blanc qui brillaient sous la lune, des balcons en verre immaculé et des fontaines dont l'eau scintillait comme des diamants liquides sous le ciel du crépuscule. Elle descendit, ses sandales usées effleurant le sol en pierre polie avec hésitation. Les domestiques, alignés pour accueillir leur maître, s'arrêtèrent pour regarder. Un silence gêné tomba. Certains chuchotaient derrière leurs mains, d'autres fronçaient les sourcils avec dédain en voyant cet inconnu en guenilles débarquer de l'hélicoptère de leur patron. Leurs regards pesaient lourd, jugeant sa pauvreté. Remarquant ces regards, Frédéric se redressa. Son attitude changea. Il redevint le PDG autoritaire. Il éleva la voix, ferme et sans appel. « Écoutez-moi tous, voici Amara. Elle a sauvé la vie de mon fils au péril de la sienne. Montrez-lui le respect qu'elle mérite. Quiconque lui manquera d'égard aura affaire à moi. » Immédiatement, les visages changèrent. Les mépris se transformèrent en courbettes. Amara sentit ses joues brûler. Elle n'avait jamais été traitée avec autant d'égard, jamais défendue avec autant de ferveur. À l'intérieur, le contraste était encore plus saisissant. Tout sentait la rose fraîche et la cannelle. Le sol brillait comme un miroir. Frédéric se tourna vers elle, sa voix redevenant douce. « Amara, je souhaite que vous restiez ici. Je ne peux pas laisser l'héroïne de mon fils dormir dans la rue, surtout dans votre état. Ce ne serait pas juste. » La gorge serrée, écrasée par tant de luxe, elle chuchota. « Je ne veux pas être un fardeau, monsieur. Je ne suis personne. » Frédéric secoua la tête avec un sourire bienveillant qui atteignit ses yeux. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes une bénédiction. Si vous l'acceptez, je voudrais vous offrir un emploi ici. Rien de difficile, juste aider à la maison, veiller sur Jean. Il a besoin de vous. Qu'en dites-vous? » Amara baissa les yeux pour cacher ses larmes naissantes. Pour la première fois de sa vie, on ne lui offrait pas l'aumône, mais une place. « J'accepte. Merci, monsieur. Merci infiniment. » Les jours suivants s'écoulèrent comme un rêve doux et irréel. Amara s'installa dans une chambre d'amis lumineuse, avec des draps en soie si doux qu'elle avait peur de les abîmer. Chaque soir, elle posait sa main sur son ventre arrondi en murmurant à son bébé « Nous sommes enfin en sécurité. Plus de froid, plus de faim. » Mais le plus beau cadeau de cette nouvelle vie était Jean. Le petit garçon la suivait partout comme une ombre joyeuse. Il avait retrouvé son rire. Un soir, alors qu'elle le bordait après lui avoir lu une histoire, il la regarda avec sérieux et demanda « Amara, tu seras mon amie pour toujours? » Elle sourit, lissant ses cheveux avec tendresse. « Oui, Jean, pour toujours, je te le promets. » Frédéric observait ces moments de loin, depuis l'encadrement de la porte. Le cœur s'allégeant pour la première fois depuis des années, une confiance silencieuse, presque sacrée, commençait à tisser des liens invisibles entre eux trois. Une famille sans le nom, unie par le destin et la gratitude. Mais le ciel ne reste jamais bleu éternellement. Les orages finissent toujours par éclater. Le matin où Clara arriva, l'atmosphère du manoir changea instantanément, comme si le soleil s'était caché derrière un nuage noir. L'air devint lourd, glacial. Une voiture de sport noire et brillante s'arrêta dans l'allée avec un crissement de pneus, et une femme en sortit. Elle claqua la portière.
Elle traînait des valises de luxe et une arrogance palpable qui se portait comme un parfum coûteux. C'était Clara, la fiancée de Frédéric, de retour de Londres. Elle entra dans le hall, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. « Oh mon Dieu, Frédéric !» s'écria-t-elle d'une voix suraiguë en se jetant dans ses bras, ignorant tout le reste. « Londres était épuisant, tu m'as tellement manqué. » Amara, qui nettoyait un meuble au fond de la pièce, se figea. Un frisson froid parcourut son échine. Elle ne connaissait pas encore cette femme, mais son instinct lui criait déjà « danger ». Amara observait la scène en retrait, se sentant soudain minuscule, comme une tache indésirable sur une peinture de maître. Clara était tout ce qu'elle n'était pas, riche, sophistiquée, impeccable jusqu'au bout des ongles. Lorsqu'elle remarqua enfin Amara, son sourire radieux s'effaça instantanément pour laisser place à une grimace de dédain, comme si elle venait de marcher dans quelque chose de sale. « Qui est-ce » demanda-t-elle sèchement, pointant Amara du doigt comme on pointe un meuble gênant qui gâche la décoration. « C'est Amara », répondit Frédéric, sa voix trahissant une légère tension. « Elle a sauvé la vie de Jean. Elle vit ici maintenant. » Clara haussa un sourcil parfaitement dessiné, ses yeux parcourant la robe modeste d'Amara avec mépris. « Oh, vraiment? Charmant. Une héroïne des bois, je suppose. » Dès que Frédéric eut le dos tourné, le masque tomba. Clara commença son règne de terreur. Elle ne frappait pas, non, elle faisait pire. Elle utilisait des mots tranchants comme des rasoirs. Elle critiquait tout, la façon dont Amara marchait, dont elle respirait, dont elle existait dans cet espace. Un matin, alors qu'Amara venait de passer 1 heure à laver le sol du salon à genoux, Clara entra, une tasse de thé fumante à la main. Elle s'arrêta au milieu de la pièce, renifla l'air avec une expression de dégoût théâtral et fixa Amara de ses yeux froids. « Tu as nettoyé ici ?» demanda-t-elle. Amara se releva péniblement, essuyant ses mains sur son tablier. « Oui, madame, à l'instant. » Clara eut un petit rire cruel, sans aucune joie. « C'est étrange, ça ne sent pas le propre, ça sent encore la rue, ça sent la pauvreté, et je déteste cette odeur. » Et sans un mot de plus, en maintenant le regard d'Amara, elle inclina son poignet. Elle renversa délibérément tout son thé brûlant sur le carrelage blanc immaculé. Le liquide sombre s'étala lentement, fumant sur la pierre froide. « Oups !» dit-elle avec un sourire glacé qui ne montrait que ses dents. « Maintenant, c'est sale. Vraiment sale. Recommence. Et frotte plus fort cette fois pour enlever ton odeur. Je ne veux pas que mes invités attrapent tes maladies. » Amara baissa la tête, mordant sa lèvre jusqu'au sang pour ne pas pleurer. Elle ne dit rien. Elle s'agenouilla de nouveau dans la flaque brûlante pour nettoyer, mais elle n'avait pas vu que Jane était là. Le petit garçon, caché derrière le canapé, avait tout vu, ses yeux écarquillés d'horreur. Le soir même, alors que Frédéric travaillait dans son bureau, la porte s'ouvrit avec fracas. Le petit garçon fit irruption, le visage rouge d'indignation, les poings serrés. « Papa! Clara est méchante. Elle est vraiment méchante. » Frédéric posa son stylo, surpris. « Calme-toi, bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? » « Elle a renversé le thé exprès, juste pour qu'Amara nettoie encore. Elle lui a dit qu'elle sentait mauvais. Elle traite Amara comme une esclave. » Le visage de Frédéric s'assombrit. Une ombre passa dans ses yeux. Il se souvint des petits signes, la tristesse dans le regard d'Amara, la façon dont elle sursautait quand Clara entrait dans une pièce. Il se leva lentement, une colère froide montant en lui. Il marcha vers le salon, ses pas résonnant lourdement dans le couloir. Il arriva juste à temps pour entendre Clara, qui ne l'avait pas vu, hurler au téléphone, un verre de vin à la main.
Tu peux imaginer? Frédéric laisse cette mendiante enceinte vivre ici. C'est grotesque. Elle se prend pour qui? La dame du manoir? Je vais vite lui rappeler sa place, crois-moi. Elle repartira dans son caniveau avant la fin de la semaine. Frédéric ouvrit la porte brusquement. Le bruit claqua comme un coup de fouet. Clara sursauta, manquant de renverser son vin. « Frédéric, je ne t'avais pas entendu. »« Ça suffit, Clara, » dit-il d'une voix basse, mais tranchante comme une lame d'acier. « Arrête de traiter Amara comme si elle était inférieure à toi. » Clara tenta un rire nerveux, posant une main sur son bras. « Mais chérie, ne sois pas ridicule. C'est juste une domestique, une fille de rien. » Frédéric se dégagea violemment de son emprise. « Non !» tonna-t-il, sa voix faisant trembler les murs du salon. Le silence tomba instantanément. Clara recula, effrayée. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. « C'est un être humain, et c'est la femme qui a sauvé mon fils quand personne d'autre ne l'a fait. Si tu ne peux pas la respecter, alors tu ne me respectes pas non plus. C'est clair? » Clara resta bouche bée, humiliée, le visage pâle. Pour la première fois, Amara, cachée dans l'ombre du couloir, sentit qu'elle n'était plus seule. Quelqu'un se battait pour elle, quelqu'un la voyait. Frédéric était un homme de patience, un homme qui croyait au dialogue. Mais ce calme vola en éclats la nuit où la vérité éclata, brisant les dernières illusions qu'il avait sur sa fiancée. Il était tard, plus de minuit. Le manoir était plongé dans le silence, à l'exception de l'orage qui grondait au loin. Amara s'apprêtait à regagner sa chambre lorsqu'elle entendit des éclats de voix venant du hall. « Je ne suis pas revenue de Londres pour que tu m'ignores, Frédéric !» criait Clara, sa voix imprégnée d'alcool et de frustration. « Tu passes plus de temps avec cette bonne qu'avec moi. » Frédéric soupira, passant une main fatiguée sur son visage. « Je veux juste de l'honnêteté, Clara. C'est tout. Je sens que tu me caches quelque chose. Ton attitude, tout a changé. » Soudain, le téléphone de Frédéric posé sur la console vibra. Bzz, bzz. Une notification prioritaire de son équipe de sécurité. Il fronça les sourcils. « C'est la sécurité, » dit-il en prenant l'appareil. Il regarda l'écran et son sang se glaça dans ses veines. Le temps sembla s'arrêter. Une vidéo venait d'être envoyée. Il appuya sur lecture. Ses yeux s'écarquillèrent. Son visage devint livide, drainé de toute couleur. La vidéo montrait l'une des chambres d'amis de sa propre maison, filmée il y a à peine 1 heure par une caméra de surveillance interne qu'il avait fait installer après l'enlèvement de Jean. Sans un mot, il lâcha le téléphone sur la table. Le bruit sec fit sursauter Clara. Il la repoussa sans douceur et monta les escaliers 4 à 4, une fureur noire guidant ses pas vers la chambre d'amis de l'aile ouest. « Frédéric! Frédéric, attends! » cria Clara en courant derrière lui, la panique montant dans sa voix. Il arriva devant la porte. Il n'hésita pas. Il la poussa violemment. La scène était sans équivoque, brutale dans sa vulgarité. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol, 2 verres de vin renversés. Et un homme, à moitié habillé, se figea de terreur près de la fenêtre ouverte, cherchant visiblement une issue. Clara, qui avait suivi Frédéric, s'arrêta sur le seuil et poussa un petit cri étouffé, portant la main à sa bouche. « Frédéric, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. » Il se tourna vers elle lentement. Son regard n'était plus en colère. Il était brisé, froid, mort. « C'est exactement ce que je crois, » murmura-t-il. « Tu as amené ton amant dans ma maison, sous le toit où dort mon fils. » L'homme, profitant de la confusion, attrapa sa chemise et s'enfuit en courant, bousculant Frédéric au passage pour échapper à sa colère. Clara s'effondra à genoux, les larmes coulant sur son maquillage parfait.
C'était une erreur, un moment de faiblesse. Je t'aime, Frédéric, je te le jure. Il la regarda comme on regarde une étrangère. Non, Clara, l'amour ne fait pas ça. Sortez, tous les deux, maintenant. L'amande, profitant de la porte ouverte, s'enfuit en courant dans le couloir, bousculant Frédéric au passage pour sauver sa propre peau. Il ne restait plus que les ruines d'un couple. Clara s'effondra en larmes sur le tapis, s'accrochant désespérément au bas de la veste de son fiancé, ses ongles griffant le tissu coûteux. C'était une erreur, juste un moment de faiblesse, je te le jure. Je t'aime, Frédéric, ne me laisse pas. Frédéric la regarda, et pour la première fois, il ne vit pas la femme qu'il allait épouser, mais une étrangère. Il retira doucement, mais fermement, ses mains de sa veste, comme on retire une plante vénéneuse. « Non, Clara, dit-il, sa voix vide de toute chaleur. Tu as menti. Tu as humilié Amara pour te sentir supérieure. Tu as profité de ma confiance. Si c'est ça, ta définition de l'amour, alors je n'en veux pas. » Il fit un pas en arrière, marquant une distance infranchissable. « C'est fini. Quitte cette maison. » Il redescendit les escaliers lentement, chaque marche pesant 1 tonne, le poids de la trahison écrasant sa poitrine. Il se sentait vieux, usé. En bas, dans la buanderie adjacente au hall, Amara était là, pliant du linge propre. Elle leva les yeux et se figea en voyant son visage ravagé, ses yeux éteints. « Monsieur ?» murmura-t-elle, posant le drap qu'elle tenait. « Est-ce que ça va? » Frédéric voulut mentir. Il voulut porter son masque habituel d'homme d'affaires stoïque. Mais en croisant le regard doux et sincère d'Amara, ce regard qui avait vu tant de douleur et qui restait pourtant si clair, il craqua. Sa façade se brisa. « Non, » avoua-t-il d'une voix brisée, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Non, Amara, pas ce soir. » Amara ne demanda pas de détails. Elle s'approcha non pas comme une employée, mais comme une amie, une âme sœur dans la douleur. « Venez, » dit-elle doucement. Elle l'emmena sur la terrasse arrière, loin du bruit, sous la lumière apaisante des étoiles. Ils s'assirent sur le banc de pierre, entourés par le chant des grillons. Le silence n'était pas vide. Il était compatissant. « Elle m'a trompé, » finit-il par dire, les mots écorchant sa gorge. « Je croyais construire quelque chose de vrai. Je croyais qu'elle m'aimait. » Amara posa doucement sa main près de la sienne sur le banc, sans le toucher directement, offrant juste la chaleur de sa présence. Parfois, les gens en qui nous avons le plus confiance sont ceux qui nous blessent le plus, dit-elle d'une voix mélodieuse, chargée de sa propre expérience. Quand je me suis retrouvée seule et enceinte, trahie par celui que j'aimais, j'ai cru que ma vie était finie. J'ai cru que le soleil ne se lèverait plus. Elle tourna son visage vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. Mais la fin d'une histoire est souvent le début d'une autre, monsieur Frédéric. La douleur passera. Ces mots étaient un baume sur son cœur meurtri. Cette nuit-là, sous le ciel immense de l'Afrique, ils parlèrent pendant des heures. De leur peur, de leurs rêves brisés, de l'espoir qui persiste. Et pour la première fois depuis très longtemps, Frédéric ne se sentait plus seul. Les semaines qui suivirent le départ définitif de Clara furent comme une renaissance pour le manoir. C'était comme si les fenêtres avaient été ouvertes après une longue tempête. L'air était plus léger. Les rires de gens résonnaient à nouveau dans les couloirs, libres et joyeux. Et entre Frédéric et Amara, quelque chose de nouveau, de fragile et de précieux, fleurissait doucement. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel d'orange, Frédéric invita Amara à dîner sur le grand balcon. Pas en tant que patron et employé, avait-il précisé avec un sourire timide, mais en tant qu'homme et femme. La table était dressée avec des bougies vacillantes et une musique douce jouait en fond sonore.
Amara portait une robe simple de couleur ivoire que la cuisinière l'avait aidé à repasser. Ses cheveux étaient relevés, dégageant son cou gracieux. Malgré sa grossesse avancée, elle était rayonnante, d'une beauté qui venait de l'intérieur. Après le dîner, alors que la brise du soir caressait leur visage, un silence confortable s'installa. Ce n'était plus le silence de la gêne, mais celui de l'entente parfaite. Frédéric tendit la main à travers la table et effleura celle d'Amara. Sa peau était chaude, vivante. « Amara », chuchota-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être le jour où vous êtes descendu de cet hélicoptère, peut-être le soir où vous m'avez consolé, mais votre présence me fait respirer à nouveau. » Le cœur d'Amara battait à tout rompre. Elle n'osait pas bouger, de peur de briser le charme. Il se leva, contourna la table et lui tendit la main. Elle se leva avec difficulté, tremblante d'émotion. Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, sous la voûte céleste. Frédéric leva la main pour caresser sa joue. Son geste était lent, hésitant, d'une tendresse infinie. « Puis-je » demanda-t-il du regard, cherchant son consentement, respectant son âme autant que son corps. Amara ne recula pas. Elle ferma les yeux et inclina légèrement la tête vers sa paume. « Oui » souffla-t-elle. Et lorsqu'il l'embrassa, ce n'était pas un baiser de cinéma, passionné et brusque. C'était doux, c'était lent, c'était profond. C'était une promesse scellée sur les lèvres. Une promesse de sécurité, d'appartenance et d'amour véritable. Pour la première fois, Amara se sentit non pas comme une survivante, mais comme une femme aimée. Le calme et le bonheur s'installèrent au manoir, mais le destin avait encore des cartes à jouer. Un dimanche matin ensoleillé, alors que Frédéric et Jean construisaient une gigantesque cabane de couvertures dans le salon, riant aux éclats, Amara apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage était pâle, couvert d'une fine pellicule de sueur. Elle se tenait le ventre à deux mains. « Frédéric, » haleta-t-elle, « je crois que c'est le moment. » La panique s'empara instantanément de l'homme d'affaires d'habitude si stoïque et organisé. Il devint blanc comme un linge. « Le moment? Quel moment? Maintenant? Tout de suite? » Il se mit à courir en rond dans le salon, cherchant frénétiquement des clés de voiture qu'il tenait déjà fermement dans sa main droite. Jean, quant à lui, sautait sur le canapé en criant joyeusement. « Le bébé arrive! Le bébé arrive! » Quelques heures plus tard, l'hystérie avait laissé place à un silence sacré dans la chambre d'hôpital. Amara, épuisée mais le visage illuminé d'une grâce maternelle, tenait dans ses bras un petit paquet enveloppé de roses. C'était une petite fille aux cheveux noirs et soyeux, une miniature parfaite d'elle-même. Frédéric s'approcha du lit, marchant sur la pointe des pieds comme s'il entrait dans un temple. Il avait les larmes aux yeux. « Elle est magnifique » souffla-t-il. Amara lui tendit doucement l'enfant. « Voulez-vous la tenir? » En prenant le bébé dans ses bras, Frédéric sentit son cœur fondre. Elle était si légère, si fragile. Elle ouvrit de petits yeux sombres et le regarda. « Bienvenue dans notre famille, petite princesse, » murmura-t-il, une larme roulant sur sa joue. À cet instant, en sentant la chaleur de ce petit corps contre le sien, il comprit une vérité absolue. Les liens du sang importent peu. Ce n'était pas seulement l'enfant d'Amara, c'était leur enfant. Il serait son père, son protecteur, pour toujours. Mais le bonheur absolu attire parfois les ombres les plus sombres. 3 semaines plus tard, la nuit tomba sur le manoir avec une lourdeur inhabituelle. L'air était épais, suffocant. Il n'y avait pas d'étoiles.
Amara venait de coucher le bébé dans son berceau après l'avoir allaité. Elle chantonnait une berceuse douce, caressant la joue de sa fille endormie. Tout semblait paisible. Soudain, elle se figea. Crac. Un bruit venant du couloir. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas le bois qui travaillait. C'étaient des pas, lourds, délibérés, étrangers. Son instinct de mère, aiguisé comme une lame, hurla en elle. Elle se tourna vers la porte, le cœur battant à rompre sa poitrine, alors que la poignée commençait lentement, très lentement, à tourner. La porte de la chambre ne s'ouvrit pas. Elle explosa presque sous le choc. Clara se tenait là, telle une apparition cauchemardesque, flanquée de deux hommes de main au visage patibulaire. Elle ne ressemblait plus à la femme sophistiquée de Londres. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage coulait, et ses yeux brillaient d'une folie vengeresse pure et terrifiante. « Tu pensais vraiment avoir gagné ?» siffla-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. Elle fit un pas dans la chambre, talons claquant comme des coups de marteau. « Tu as pris ma vie. Tu as pris mon fiancé. Tu as pris ma maison. Maintenant, je prends ce qui t'est le plus cher. » Amara ouvrit la bouche pour hurler, mais avant qu'aucun son ne puisse sortir, les deux hommes se jetèrent sur elle. Ils la maîtrisèrent brutalement, la plaquant au sol. Elle se débattit comme une lionne, mais ils étaient trop forts. Impuissante, le visage écrasé contre le tapis, elle vit Clara s'approcher du berceau. Clara arracha le bébé du matelas sans aucune douceur. L'enfant, réveillé en sursaut, se mit à hurler de terreur. Ses pleurs déchirèrent le cœur d'Amara plus violemment qu'un couteau. « Non !» hurla Amara, les larmes inondant son visage. « Clara, je t'en supplie, prends tout ce que tu veux, mais pas elle. C'est un bébé, elle a besoin de moi. » Clara regarda l'enfant qui se tordait dans ses bras, puis regarda Amara avec un sourire glacial, dénué de toute humanité. « Elle n'a plus besoin de toi. Elle apprendra à m'appeler maman, » répondit-elle calmement. « Adieu, Amara. » Et sur ces mots délirants, elle fit demi-tour et disparut dans la nuit, emportant avec elle la lumière de la vie d'Amara. Lorsque Frédéric arriva quelques minutes plus tard, alerté par le vacarme, il trouva une scène de dévastation. Le berceau était vide. Amara était effondrée sur le sol, recroquevillée, poussant des cris de douleur qui n'avaient plus rien d'humain. Elle était brisée. Elle l'a prise, sanglota-t-elle en s'agrippant à la chemise de Frédéric. Clara l'a prise. En comprenant la situation, le choc initial de Frédéric laissa place à quelque chose de plus sombre, de plus puissante. Une rage primitive l'envahit. Il n'était plus l'homme d'affaires poli. Il était un père dont on avait touché à la famille. Il se releva, le visage dur comme la pierre. Il prit son téléphone. « Je veux tout le monde dehors », hurla-t-il à son chef de la sécurité. « Bloquez les routes. Appelez le préfet. Appelez les médias. Je veux sa photo sur tous les écrans du pays dans les 10 minutes. Si elle quitte la ville, vous êtes tous virés. » Il se tourna vers Amara, s'agenouilla et prit ses mains tremblantes dans les siennes. Son regard était d'une intensité brûlante. « Regarde-moi, Amara, je te fais une promesse. Je te le jure sur ma vie. Je ramènerai notre fille. Ou je mourrai en essayant. » Les heures qui suivirent passèrent comme des siècles. Chaque seconde était une torture. Le manoir était devenu un centre de commandement bourdonnant de policiers et de radios. Amara fixait le vide, priant silencieusement. Mais à l'aube, alors que le premier rayon de soleil perçait l'horizon, le téléphone sonna. Le commissaire décrocha, écouta, puis se tourna vers eux avec un sourire fatigué. On les a retrouvés. La police avait intercepté Clara dans une station-service isolée, à 30 kilomètres de là, alors qu'elle essayait d'acheter des couches qu'elle ne savait pas utiliser.
Lorsque la voiture de Frédéric arriva sur les lieux en dérapant, Amara sauta du véhicule avant même l'arrêt complet. Une policière s'avança vers elle, tenant un petit paquet rose dans ses bras. « Elle va bien, » dit l'officier. « Elle a juste faim. » Amara tomba à genoux sur l'asphalte, serrant son enfant contre sa poitrine, l'embrassant frénétiquement, vérifiant chaque petit doigt, chaque orteil, sanglotant de soulagement. En arrière-plan, Clara, menottée contre une voiture de patrouille, hurlait sa haine et ses délires, mais plus personne ne l'écoutait. Elle fut emmenée loin d'eux. Le cauchemar était enfin, définitivement terminé. De retour au manoir, l'atmosphère avait changé. La peur avait soudé leurs âmes. Le lien entre Frédéric et Amara n'était plus seulement de l'affection. Il était devenu indestructible, forgé dans le feu de l'épreuve. Quelques mois plus tard, un soir où l'air était doux et parfumé au jasmin, Frédéric demanda à Amara de le rejoindre dans le jardin. Ils marchèrent jusqu'à la petite fontaine en pierre, là où ils avaient partagé leurs premiers rires, là où tout avait commencé. Frédéric s'arrêta et se tourna vers elle. Il semblait nerveux, ajustant sa cravate inutilement. « Amara » commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Frédéric, qu'est-ce qu'il y a ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi. Tu n'as pas seulement sauvé mon fils dans cette forêt. Tu m'as sauvé, moi. Avant toi, cette maison était un palais froid. Tu l'as rempli de lumière, de chaleur, de vie. Je ne peux pas imaginer un seul jour sans toi, sans ton sourire, sans ta force. » Amara sentit son cœur s'emballer. Frédéric plongea sa main dans sa poche et mit doucement un genou à terre sur l'herbe. Il sortit un petit écrin de velours noir et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague simple mais magnifique scintillait sous la lune. « Amara, veux-tu m'épouser? Veux-tu faire de nous une vraie famille, officiellement, pour toujours? » Les mains plaquées sur sa bouche, les larmes de joie coulant librement sur ses joues, Amara ne pouvait plus parler. Elle regarda cet homme qui lui avait rendu sa dignité, qui avait aimé son enfant comme le sien, qui l'avait défendu contre le monde entier. Elle chuchota le seul mot qui comptait. « Oui. Oh, oui. » Le mariage fut célébré quelques semaines plus tard, sous un ciel peint d'or et de rose par le soleil couchant. Le jardin du manoir avait été transformé en paradis terrestre, rempli de fleurs blanches. La musique commença. Amara apparut. Elle était resplendissante dans sa robe blanche en dentelle, simple mais élégante, portant une petite tiare qui brillait dans ses cheveux noirs. Elle avança vers l'autel, non pas seule, mais accompagnée. Jean, fier comme un paon dans son petit smoking, tenait sa traîne avec un sérieux absolu. Et dans les bras de sa nounou, au premier rang, leur petite fille gazouillait, vêtue de soie. Frédéric la regarda approcher et son souffle se coupa. Il revit la jeune femme effrayée et couverte de poussière qui était descendue de son hélicoptère. Il vit le chemin parcouru. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il lui prit la main. Ses yeux brillaient d'amour. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. « Tu n'es pas mal non plus, » répondit-elle avec un clin d'œil complice. Ils échangèrent leurs vœux, promettant de s'aimer à travers les tempêtes et les beaux jours. Lorsqu'ils furent prononcés mari et femme, les applaudissements des invités s'envolèrent vers le ciel, mêlés aux rires de gens qui sautaient de joie. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Amara et Frédéric s'éclipsèrent sur le balcon. Le manoir brillait de 1000 feux derrière eux. Frédéric l'enlaça par la taille, posant son menton sur son épaule. Ils regardèrent ensemble les étoiles. « Bienvenue dans ton éternité, Madame Daniels », chuchota-t-il doucement, l'embrassant sur le front. Amara sourit, le cœur comblé, une paix profonde l'envahissant. Elle avait été une sans-abri, une invisible, une femme brisée par la vie. Aujourd'hui, elle était aimée, elle était mère, elle était chez elle.
Elle leva les yeux vers la lune et remercia silencieusement le destin. La vie lui avait tout pris, c'est vrai. Mais l'amour lui avait tout rendu, au centuple. C'était une autre histoire bouleversante signée Larmes du continent. La vie d'Amara nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir ne meurt jamais. Si cette vidéo vous a ému, ne partez pas sans rejoindre notre grande famille. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et vous? Pensez-vous que Clara méritait une seconde chance ou Frédéric a-t-il eu raison de la chasser? Écrivez votre avis dans les commentaires. Nous lisons tout le monde. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.